Sud Radio, il est 10h. Parlons vrai. Et tout de suite, les informations avec Clémence Lobary. Bonjour. Bonjour à tous. Les réseaux sociaux seront-ils bientôt interdits aux moins de 15 ans en France ? La proposition de loi défendue par le gouvernement est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et si le texte est adopté rapidement par le Parlement, il pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre, selon le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gabriel Attal. 4 personnes de nouveau devant la justice pour la mort de Samuel Paty, cet enseignant assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Ces hommes accusés de complicité ou d'association de malfaiteurs terroristes sont jugés à partir d'aujourd'hui par la Cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Le procès se tient jusqu'au 27 février. Après Nestlé, Danone et Lactalis, une nouvelle campagne de rappel pour des laits infantiles. Elle concerne cette fois 3 lots de la marque Baby Bio. En cause toujours la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries. Une dizaine de morts et près d'1 million de foyers sans électricité aux États-Unis. Une très violente tempête hivernale frappe le pays depuis le début du week-end. Plus de 19 000 vols ont aussi été annulés ces derniers jours. Cette tempête se rapproche désormais de l'est du pays avec d'importantes chutes de neige attendues et des températures atteignant localement les moins 45 degrés. Les États-Unis qui se divisent encore un peu plus après la mort d'Alex Pretty. Cet infirmier a été tué samedi à Minneapolis par la police de l'immigration. Un décès qui s'ajoute à celui de Renée Good, cette mère de famille, elle aussi abattue par les agents fédéraux. Les deux anciens présidents, Barack Obama et Bill Clinton, eux ont appelé la population au sursaut. De son côté, Donald Trump a rejeté la responsabilité de ces 2 morts aux élus démocrates de la ville et de l'État qui s'opposent selon lui à son action. Et puis, c'était il y a 100 ans, l'ingénieur écossais John Logie Baird a diffusé pour la première fois le 26 janvier 1926 une image en mouvement sur un téléviseur. En France, il faudra attendre l'année 1935 pour que la première émission télévisée voit le jour grâce à un émetteur installé au sommet de la Tour Eiffel. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois de janvier. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Heureuse de vous retrouver pour C'est quoi le problème ? Alors, sujet important, comment aujourd'hui se fait-on arnaquer, escroquer via des appels plus vrais que nature ? Alors on l'avait déjà évoqué avec Gilles Gansman dans l'émission Média sur c'est maintenant l'astuce est un peu connue où on vous dit c'est votre banque, vous avez été débité, mais les escrocs s'adaptent et aujourd'hui ils sont effectivement capables d'usurper notre numéro de téléphone et c'est ce qu'on va voir, pas notre numéro de téléphone, celui de votre banque, celui du commissariat. Il faut être très vigilant. Ah bah oui, parce que ça vous met en confiance, sauf qu'en fait c'est bien des escrocs à l'autre bout du fil malgré le bon numéro. Donc on va voir ça avec vous et puis avec un spécialiste des questions de cyberintelligence dans un instant. Vous l'avez entendu dans l'émission de Jean-François Aquili, le sujet des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est aujourd'hui à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et il est question donc de pouvoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, c'est vrai qu'on a évoqué nous-mêmes ici le sujet la semaine dernière avec cette pédopsychiatre qui nous disait qu'elle voyait des enfants de 2-3 ans totalement addicts aux écrans, mais un petit peu plus tard, ce sont les réseaux sociaux avec les conséquences que l'on connaît. Et qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, on va parler de ce testing fait par SOS Racisme. Dites-nous, en toute honnêteté, sans hypocrisie, si vous avez un logement à louer, est-ce que vous choisissez et de quelle manière ceux à qui vous voulez louer ce logement ? En tout cas, la conclusion d'SOS Racisme, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de progrès en matière de non-discrimination pour tous ceux qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas la même couleur de peau. Et puis on parlera évidemment de ce qui se passe aux États-Unis avec des mobilisations monstres contre ICE, la police de l'immigration de Donald Trump. Alors commençons avec c'est quoi le problème avec vous ? Mais peut-être avant on va écouter effectivement non, je sais plus ce qu'on écoute. C'était le son, pardon, excusez-moi, de Gabriel Attal qui s'exprimait ce matin justement à propos des réseaux sociaux. Concrètement, ce que je peux vous dire ou vous annoncer,
c'est que cette interdiction rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. On en est sûr, ça? Si le texte est voté aujourd'hui, si le texte est adopté, il devrait être examiné au Sénat à la mi-février. Ça veut dire qu'en un mois, il peut être adopté et qu'au 1er septembre, l'interdiction entrera en vigueur pour les nouveaux comptes qui seront créés. Mais comment on va la faire respecter? Et au bout sur le calendrier, ensuite les plateformes de réseaux sociaux auront jusqu'au 31 décembre pour désactiver les comptes existants qui ne respectent pas la nouvelle devront faire le ménage, vérifier. Absolument. Ils pourront d'ailleurs démarrer avant que l'interdiction entre en vigueur s'ils le souhaitent. On en reparlera évidemment dans un instant. Réseaux sociaux, téléphone, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Ce matin, on l'a dit, donc ces arnaques de plus en plus nombreuses, de plus en plus astucieuses, dans lesquelles de nombreux Français tombent et se font avoir et perdent beaucoup d'argent. Oui, de plus en plus vraisemblable, puisqu'on parlait effectivement de ces escrocs qui peuvent parfois vous appeler avec des infos personnalisées qui vous mettent en confiance. C'était le problème, par exemple, quand la fédération de tir, on en avait parlé, s'est fait pirater, ou bien quand des grosses enseignes, des gros magasins se font pirater leurs fichiers clients. Si vous avez forcément des fichiers qui se retrouvent dans la nature avec les numéros de téléphone, les coordonnées, les adresses, les infos personnelles même, pourquoi pas, numéros de banque, etc., les infos personnelles des adhérents ou des fichiers clients, forcément ça aide ensuite à passer des coups de fil personnalisés. Bonjour monsieur untel, et puis on a des infos personnalisées, ça aide à vous mettre en confiance et c'est comme ça qu'on se fait escroquer. Sauf que là, ce qui est pire dans le cas dont on parle aujourd'hui, c'est que parfois ils peuvent vous appeler en affichant un numéro qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que par exemple, vous croyez bien faire après l'appel, vous vérifiez, c'est bien le numéro de ma banque, c'est bien le numéro du commissariat du coin qui m'a appelé, sauf qu'en fait non, ils ont usurpé ce numéro qui n'était pas le leur, et c'est comme ça que c'est redoutable, parce que là vous croyez que vous avez vraiment affaire à votre banque au bout du fil, ou à un policier qui vous appelle. Non, ils ont juste affiché artificiellement ce numéro de téléphone qui n'est pas le leur. C'est ce qui m'a interpellé la semaine dernière. J'ai vu sur X quelqu'un qui disait le numéro qui m'a appelé, c'est bien celui du commissariat, mais ce n'était pas le commissariat. Et c'est vrai, quand vous voyez s'afficher police, commissariat, vous pouvez tomber dans le piège. Vous croyez bien faire en vérifiant, sauf qu'en fait, même en vérifiant, eh bien non, ils ont juste usurpé ce numéro. Ça s'appelle en fait le spoofing. Ça sert normalement, vous savez, par exemple, à une entreprise dans laquelle ceux qui travaillent au téléphone vont utiliser leur téléphone portable personnel. Il y a des logiciels pour afficher un autre numéro que le sien, pour pas en gros donner son numéro personnel dans des contextes professionnels. À la base, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, sauf que là, quand ça permet d'appeler avec le numéro d'une banque ou d'un commissariat, c'est quand même largement détourné de son usage. Pour vous donner un chiffre quand même, selon Europol, ça chiffre à 850 millions d'euros qui s'envolent comme ça chaque année en Europe avec cette technique du spoofing, donc cette arnaque par ce qu'on pourrait appeler en français l'usurpation d'un numéro de téléphone finalement. Oui, et c'est vrai, alors appelez-nous 0826 300 300, est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par ce type d'appel? Est-ce que vous êtes vigilant? Est-ce que vous avez mis en place vous des techniques pour vous assurer que vous êtes bien avec votre banque? Parce qu'il y a eu ces cas dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps de votre banque. Ils ont votre numéro de compte, ils ont toutes les coordonnées de la banque, et c'est assez facile. En plus, ils vous prennent en général le soir, le vendredi soir, et vous êtes un peu pris dans la panique. Donc c'est vrai qu'on se demande comment c'est possible, et ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts, effectivement. 850 millions d'euros par an, rien qu'avec le faux numéro, parce que d'ailleurs on a une collègue qui nous en parlait ce matin, qui s'est arrivée ce matin sur Sud Radio, elle nous le racontait. Effectivement, elle a vérifié, c'était bien le numéro de sa banque qui s'affichait par erreur. Moi, c'était un tweet qui m'a interpellé la semaine dernière. Vendredi, j'ai reçu un appel d'un inspecteur de police avec le numéro de téléphone, c'est ce que je vous disais, du commissariat affiché sur mon portable. Il parlait très bien, connaissait le jargon des procédures judiciaires. Il m'a dit que mon identité avait été usurpée de manière digitale et m'a demandé de répondre à quelques questions. Bien sûr, je suis resté très évasif et donc j'ai téléphoné au commissariat et effectivement, ce n'était pas eux. Donc soyez vigilants. 0826 300 300, et on est en ligne avec Damien Bancal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence, vous êtes fondateur du site zataz.com. Ils sont de plus en plus ingénieux, ces escrocs. Et qui sont-ils d'ailleurs ?
Alors effectivement, malheureusement, ils sont, on va dire, comme des couteaux suisses. Chaque lame qu'ils forgent chaque jour est une véritable action criminelle. Alors, on a affaire à qui derrière aujourd'hui, clairement, de plus en plus à des bandes organisées. Clairement, des équipes avec ceux qui vont collecter les données, ceux qui vont vous appeler, ceux qui vont ensuite blanchir l'argent si c'est l'argent qu'ils ciblent. Parce qu'il faut-il le rappeler, ils ne s'intéressent pas qu'à l'argent. Ils vont s'intéresser, malheureusement, à l'intégralité de votre vie numérique. On va prendre juste un exemple, votre portefeuille dans votre poche, vous enlevez les 2-3 pièces, votre carte bancaire, eh bien tout le reste des informations dans ce portefeuille va intéresser les pirates parce qu'ils ont des clients qui vont utiliser ces données pour de l'usurpation d'identité, pour une autre forme de criminalité qui va être eh bien le détournement d'informations ou l'espionnage. Et donc aujourd'hui, le téléphone portable, ou le téléphone tout court d'ailleurs, est un moyen de rentrer en contact avec vous directement. Oui, mais là, le but de ce dont on parle, c'est de vous soutirer de l'argent. Donc le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est à partir du moment où on vous demande, où on vous dit il faut bloquer votre compte, répondez à ce SMS pour débloquer, etc. Surtout ne jamais cliquer, raccrocher, appeler votre banque, appeler le commissariat, appeler qui vous appelle. Mais le but, c'est quand même de soutirer de l'argent. Oui, complètement. D'autant plus qu'ils sont de plus en plus vicieux. Aujourd'hui, on commence à recevoir des messages. Ils ne vous demandent même plus de cliquer. Ils vous disent « Appelez-nous. Voici un numéro de téléphone à appeler. Nous sommes un service après-vente. Nous sommes un service sécurité de la banque. » Et donc, du coup, intellectuellement, vous avez vos informations qui apparaissent à l'écran. Vous avez un numéro de téléphone où on nous a éduqués pendant des années en disant « Attention, ne cliquez pas. » Non, là, ils sont plus vicieux. Ils vous proposent de téléphoner. Et là, vous tombez sur une personne qui va clairement réussir à vous convaincre. D'autant plus qu'ils ont une nouvelle technique. Ils sont entre vous et la banque. Le malveillant appelle votre banque, vous appelle vous et matche les deux informations qu'il peut collecter. Ouais, Alors, est-ce qu'ils sont en France, ceux qui font ça? Est-ce qu'on en a arrêté déjà? Oui. Alors, on a vraiment... sur toute la planète. Ça peut être malheureusement un voisin, pas très loin de votre domicile, comme effectivement ça peut être quelqu'un basé en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, que sais-je encore. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin aussi de pouvoir agir très rapidement, de pouvoir se protéger de juridictions possibles qui pourraient venir les chercher. Parce que faut-il le rappeler, nos autorités sont de plus en plus efficaces. Alors elles auront toujours besoin de moyens, d'hommes et d'argent, bien sûr, ça paraît évident. Mais on a de plus en plus d'arrestations, ce qui prouve deux choses. D'abord que malheureusement, cette criminalité informatique, cette cybercriminalité, eh bien, grossit avec des populations qui ne sont pas obligatoirement des techniciens. Mais par contre, en face, on a des autorités, des policiers, des gendarmes, qui, eux, deviennent de véritables techniciens, avec en plus une écoute et une participation internationale. C'est ce qui fait que les arrestations, effectivement, sont présentes. Oui, alors on a juste quelques réactions d'auditeurs qui nous disent qu'effectivement, ils sont vigilants. Camille nous dit, il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé quelqu'un qui avait appelé, la personne m'a dit que ce n'était pas elle, que je me trompais, j'ai insisté en lui disant que c'était son numéro, et j'ai appris que c'était aussi la nouvelle technique pour prendre des numéros. Effectivement, il y a des gens qui se font voler leur numéro de téléphone. On a Stéphane qui nous dit le pire c'est que la protection existe mais elle est vendue par les fournisseurs d'accès à Internet, donc c'est de la complicité et puis Camille nous dit du coup je ne prends plus d'appels jusqu'à ce que j'ai un message, et encore avec l'IA ça va aller plus loin, et elle s'interroge sur le fait qu'on puisse même prendre des numéros de nos proches pour nous toucher. Ça c'est déjà arrivé aussi, des messages maman rappelle-moi j'ai perdu mon portable, etc. C'est là aussi il faut être vigilant sur ce type d'arnaque. Oui, c'est terrible. Mais aujourd'hui, il faut clairement se mettre dans la tête que si je reçois un appel téléphonique, si je reçois un SMS, un MMS, en tout cas, un message par mon téléphone portable, et que ce numéro, je ne le connais pas, je ne décroche pas. C'est terrible à dire. Des outils de communication qui nous permettaient de joindre quelqu'un à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, aujourd'hui, on est obligé de se restreindre parce que l'usurpation du numéro de téléphone de votre cousin, de vos parents, de vos amis, n'est pas impossible. Il faut savoir que normalement, depuis le mois d'octobre 2025, on ne peut plus usurper les numéros de téléphone bancaires. Ça reste encore à se discuter par rapport aux éléments de preuve qu'on peut avoir. Les pirates, qu'ont-ils fait ? Eh bien, maintenant, ils trouvent le moyen d'usurper votre propre numéro de téléphone.
On aura Hugo dans un instant, un auditeur qui voulait témoigner de ces SMS frauduleux, parce qu'on est un petit peu au courant maintenant, les faux colis, les fausses cartes vitales, tout ça, on a un petit peu compris. Donc ils sont, leur imagination est sans limite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors avec Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Comment est-ce qu'on arrive à nous escroquer ? Comment des escrocs arrivent à se faire passer pour votre banquier ? Maintenant, pour des policiers, soyez vigilants quand vous... Alors c'était la question que vous vouliez poser, Félix, à Damien Bancal, spécialiste des questions de cyberintelligence et fondateur du site zataz.com. Oui, alors ils peuvent nous appeler donc ces escrocs avec le numéro de notre banque, nous faire croire que voilà, c'est la banque qui est au bout du fil. Si jamais on a l'ombre d'un doute, mais d'un léger doute, c'est vrai qu'on peut être un peu gêné, parce que si demain ma banque m'appelle pour me donner une information importante, je peux me sentir bête de dire je suis pas sûr que c'est vraiment ma banque. Qu'est-ce qu'on fait si on a un léger doute ? On a l'impression que c'est bien notre banquier au bout du fil, mais on n'en est pas complètement sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que en fait, c'est avec ce léger doute, j'imagine que les escrocs s'engouffrent dedans et vous arnaquent. La question est super pertinente, hein. Effectivement. Je vais être très honnête avec vous, au moindre doute, je tourne le dos. Voilà, c'est terrible à dire, mais vos banques aujourd'hui vont vous contacter obligatoirement, soit par un message écrit ou par un SMS, en vous disant « Nous allons vous contacter parce que nous allons prendre rendez-vous ». Jamais votre banque va vous appeler comme ça en vous disant « Nous avons un problème ». Il y a une cyberattaque en cours sur votre compte en banque. Nous avons vu un prélèvement. Non. Ils ont créé énormément d'outils aujourd'hui, qui vont tenter de vous convaincre qu'il va falloir vous déplacer en agence. Parce qu'aujourd'hui, ce tout numérique est génial. On ne va pas se voiler la face. Mais bien sûr, les malveillants, les escrocs l'ont bien compris. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, c'est devenu un véritable enfer. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai la chance d'intervenir dans quelques écoles informatiques où moi, je ne touche pas du tout l'informatique. On travaille le cerveau. On explique à ces gens que on travaille le cerveau avant d'attaquer le clavier. J'ai 2 étudiants qui ont mis en place un projet qui, grâce à l'intelligence artificielle, et je ne la citerai pas, cette intelligence artificielle, mais qui est accessible à tout le monde, elle téléphone, elle change de voix, elle change de vocabulaire, elle change d'accent et elle peut changer de langue. Et elle répondra à toutes vos questions. Donc voilà, aujourd'hui, on a malheureusement énormément d'outils pour nous, utilisateurs, et c'est génial. Le problème, c'est que les malveillants, on va pas se voiler la face, il y a très longtemps qu'ils ont sauté sur l'occasion. Et donc, quand la banque vous appelle, il faut avoir un doute. Et donc dire, c'est moi qui vais rappeler la banque pour être sûr, par exemple. Alors ça, et aussi ne pas hésiter avec son banquier de mettre en place ce qu'on va appeler un watermark, une petite signature. Ça veut dire quoi ? Si j'appelle Anne-Sophie, ma banquière, on aura prévu que quand je lui parle, je vais dire « Bonjour Anne-Sophie, aujourd'hui vous avez vu, ils ont prévu de la neige ». Ça paraît complètement idiot. Mais pourtant, ce watermark, cette signature vocale et de vocabulaire permettra de s'assurer qu'en face, j'ai pas une IA et que mon banquier parle bien à Damien. Effectivement, ce que me dit un auditeur, c'est il faut absolument aussi faire de la prévention. Alors, il y a un site, cybermalveillance.gouv.fr, qui est là pour vous répondre à vos questions et pour prendre vos plaintes. Néanmoins, c'est vrai qu'il faudrait éduquer les gens. Et vous avez raison de parler du psychologique, quand on a évoqué les arnaques bancaires, en général, ils vous appellent le vendredi à 19h30 ou le samedi quand ils savent que vous ne pouvez pas. Et puis, c'est très bien fait. En général, on vous dit, il y a eu un mouvement de 80 €. Puis, ah non, mais là, j'en vois un autre de 800 €. Bon, on va bloquer ça tout de suite. C'est de la manipulation mentale. Alors, on a des réactions de nos auditeurs au 0826 300 300. Hugo, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes déjà fait arnaquer ou vous êtes vigilant ? Alors, je suis plutôt vigilant sur la question, puisque malheureusement aujourd'hui, les escroqueries arrivent de tous côtés, j'ai envie de dire, que ce soit par téléphone, avec les faux services d'énergie, d'aide de l'État, les faux conseillers bancaires, la sécurité, les opérateurs. On a de multiples aujourd'hui, on va dire, organisations sur les SMS, sur plein de choses, sur les mails, les phishing. Et aujourd'hui, il faut effectivement être attentif, mais il faudrait surtout voir comment cette technologie va faire en sorte de pas
parer toutes ces arnaques que l'on voit fleurir tous les jours, ces coups de fil incessants que l'on reçoit, notamment aujourd'hui, c'est des appels de l'IA directement. On vous promet monts et merveilles sur vos factures d'énergie ou je ne sais autres. Donc, je pense qu'à l'heure où on veut, par exemple, vous parliez tout à l'heure, je crois, ce matin dans une des émissions, bloquer les réseaux sociaux pour nos enfants d'une quinzaine d'années, il va falloir qu'on s'occupe aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce que ces escrocs sont capables de faire sur des gens, on va dire, qui sont majeurs, qui ont, on va dire, une réflexion différente sur ce type d'arnaque. Après, de bloquer un numéro systématiquement, c'est compliqué, parce qu'on peut toujours être en attente justement d'un numéro, parce que l'hôpital doit vous appeler pour vous donner un résultat, votre labo ou quelqu'un, donc c'est très difficile de faire la part des choses. Ouais. Alors, la solution, je ne l'ai pas. Maintenant, on a des gens qui travaillent dans le système. On peut effectivement mettre une alerte avec des systèmes qui existent aujourd'hui. Il y a Pharos, il y a d'autres sites où on peut aussi alerter. Il y a Blocktel, par exemple, aussi. Mais qui marche moyen. Voilà, c'est pas forcément efficace. Les mails, est-ce qu'il faut les ouvrir ou pas pour un colis, pour autre chose? J'ai pas vraiment de solution, mais ce que je vois finalement, c'est que la technologie, c'est beau, mais il y a toujours des limites, et ces limites-là, il faut pouvoir aussi les envisager, pouvoir mettre en place des correctifs pour que ça ne se reproduise pas, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours assez il déborde d'imagination. On le voit avec les péages, on l'a vu aussi avec des mails. Vous avez consulté des sites de pédocriminalité, donc de pédophiles, donc comme vous savez que vous ne l'avez pas fait, c'est bon, mais si vous avez le moindre doute sur des images pornographiques, ou si vous avez roulé et que on vous dit vous n'avez pas payé votre amende, le renouvellement de carte vitale, je pense que tout le monde a compris qu'il ne fallait pas payer, mais c'est vrai que c'est leur imagination. Guillaume, bonjour, vous nous appelez de Cambrai, vous travaillez dans l'informatique et vous aussi vous êtes impressionné par ces arnaques. Oui, bonjour. Bonjour. Alors tout à fait. Alors moi je suis en lien avec la cyber, je travaille dans le domaine. Ouais. Alors effectivement, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Sophistiquées, ouais. Alors bon, après je pense que c'est vraiment de l'éducation et il faut vraiment communiquer là-dessus. C'est vrai que il y a une chose qu'il faut garder en tête, en ce qui concerne les établissements bancaires, jamais ils ne vous demanderont de communiquer vos informations personnelles par téléphone, enfin confidentielles du moins. Donc ça, c'est des choses. Alors moi, c'est très simple, je le vois, que ce soit par SMS ou courriel. Moi, je pratique et je conseille à tout le monde de faire la même opération. C'est ce qui a déjà été dit auparavant, mais de faire la levée de doute. On appelle ça en cyber le levée de doute. Donc je fais le contre-appel, j'appelle ma banque si réellement quelque chose me semble important. Ça peut sembler dingue d'en arriver là, mais à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. Il faut se préserver de toutes ces attaques, et la seule solution, malheureusement, c'est d'en arriver à ce genre de solution. Ouais. Bah oui, c'est un petit peu le constat qu'on fait tous, ce renouvellement. Damien Bancal, donc vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence, ce renouvellement dans les arnaques et l'ingéniosité qu'ils mettent en place. Je disais la carte vitale, je crois que tout le monde a compris qu'on ne renouvelle pas, qu'on ne paye pas pour renouveler sa carte vitale. Les colis, c'est quand même très très ennuyeux, surtout au moment des fêtes, parce que est-ce que c'est un vrai colis qui est en attente? Enfin, en général, il y a un moment où on vous demande quand même toujours de l'argent. Vous dites il y a deux choses, c'est ou l'argent ou vos données qu'on veut vous voler. Oui, complètement. D'autant plus qu'ils vont clairement évoluer avec la communication, avec les revues de presse. Un exemple très concret, en ce moment, on voit des arnaques sur les réseaux sociaux autour du groupe Meta, Facebook, où on vous dit, pour 3 €, on vous offre, nous, enseigne de grande distribution, quelle que soit la marque, en plus, pour 3 €, vous avez 10 kilos de viande. Et énormément de gens cliquent. Pas plus tard que ce week-end, on voit quand même ce genre de publicité malveillante où on a plus de 8000 personnes qui ont mis des j'aime et des cœurs. Ouais. Alors clairement, il y a des bots, des robots, mais il y a aussi des humains. Et on a eu un mot, l'éducation. Ouais. Moi, ça fait 30 ans que j'ai mon blog, on essaye d'éduquer. Le problème, c'est que le pirate informatique, il va être vicieux. Un exemple très concret. Une infirmière m'appelle là, parce que ce week-end, après son tour de garde, les malveillants l'ont appelée à 6h du matin au moment où elle finissait de travailler. Autant dire qu'elle ne pensait qu'à une seule chose, aller se reposer. Ah oui, ils ont commencé à manipuler son cerveau. Elle a perdu 5000 €. Oh là, et cet argent, on le récupère jamais. Soyons très clairs.
Espérons que nos autorités qui travaillent énormément réussissent à mettre la main sur ce malveillant. Faut-il encore que ce pirate soit pas une simple mule, une personne qui téléphone pour le compte d'un escroc qui est, à Dubaï, à l'île Maurice, ou que sais-je encore. On a des éléments où on a vu à un moment des recrutements de jeunes filles sur Internet parce qu'elles avaient une jolie voix et que leur voix féminine fonctionnait encore mieux lors d'escroqueries téléphoniques. Conseil, donc soyez vigilants, ne cliquez pas, ne répondez pas, et la levée de doute. Et puis pensez, c'est important parce que ça, on a fait pas mal d'émissions sur le sujet, sur l'aspect psychologique. Ce sont vos émotions qui sont ciblées, la panique, la peur, la banque, le colis, le virus, l'urgence, et puis les arnaques aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais les arnaques à l'amour, on l'a évoqué aussi. Et ce matin, le Parisien aussi, qui fait tout un dossier sur les faux placements néophytes en matière financière. Les épargnants ne sont pas suffisamment armés pour détecter les arnaques, donc pas d'argent facile non plus. Soyez vigilants. Merci infiniment Damien Bancal d'avoir été avec nous. Je rappelle votre site zataz.com. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence. Mais merci Félix Mathieu. À demain, et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous dans ce 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Rachida Kaout, bonjour, conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine, Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, bonjour. Rémi Branco, vice-président du Lot, porte-parole du PS, et je rappelle votre livre Loin des villes, loin du cœur, qui est paru aux éditions de l'Aube, un livre à lire à l'approche des municipales pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les campagnes, dans les petites villes. C'est tout à fait édifiant. Bonjour, et Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour à vous. On va revenir sur c'est les déclarations de Gabriel Attal ce matin. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce sera possible si la loi est adoptée aujourd'hui. C'est en discussion à l'Assemblée nationale. On va parler de ce qui se passe aux États-Unis. Un deuxième mort vraiment exécuté quand on voit les images par la police anti-immigration américaine, et puis bien d'autres sujets avec vous également. John, vous remplacez Gilles qui a pris quelques jours, il sera là mercredi, et donc ce zapping qu'on a mis en place depuis la rentrée qui nous permet de parler d'autres sujets dans l'actualité. Et on va commencer avec un homme politique en campagne. Et ce qui est bien avec les hommes politiques en campagne, c'est qu'au détour de leurs interviews et autres meetings, on découvre qu'ils ont des idées, mais alors plein d'idées. Le dernier en date, c'est François Ruffin, qui a pris l'habitude de publier sur ses réseaux sociaux les rencontres qu'il fait avec ses militants. Et l'ex-député insoumis en a marre de ces parcs à thème qui sont devenus, selon lui, des lieux de pèlerinage consuméristes ou encore révisionnistes. Et pour contrer ça, eh bien, il a sa petite idée. On a le Puy du Fou. Je suis désolé, mais moi, il y a des tas de gens de gauche, de gens qui vont avec leurs gamins, ils trouvent ça super, ils passent un moment formidable et tout ça. Et en même temps, il y a des bouts de leur récit national qui rentrent. Non, je veux pas ça. Je veux qu'on ait notre récit qui traite de l'esclavage, qui traite de nos pages sombres et de nos pages de lumière. Et je pense qu'on doit... porter l'idée qu'on doit avoir un Puy du Fou de gauche. Bon, allez, je balance la formule comme ça. Voilà, il balance la formule comme ça a bien fait réagir. Alors, juste petite précision, puisque donc le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, a répondu qu'il n'y avait pas, selon lui, besoin d'un Puy du Fou de gauche, car le parc était universel. Voilà. Bon, il y a débat, et je l'ai entendu aussi dire si on doit faire des parcs à thème sur la repentance, sur des événements comme cela, c'est pas évident. Il y a débat, ça vous fait réagir, Laurence? Moi, ça me fait bondir, parce que je me dis, mais quelle médiocrité cet homme. Franchement, je parle de Monsieur Ruffin, bien sûr, mais quelle médiocrité du débat politique. Je ne comprends même pas, si vous voulez, qu'on puisse penser comme ça. C'est un parc de loisirs, les gens ont le droit d'y aller, personne n'est obligé d'y aller, et de vouloir tout politiser, c'est vraiment complètement fou. Ouais. C'est pas parce que dans la famille, certains prennent des positions et bien leur est, quoi, que le parc doit être politisé. Vous voyez, il y a des choses qui fonctionnent, et on voudrait en fait planter tout ce qui fonctionne pour y mettre de la politique. C'est comme, et là je vais parler dans l'autre sens, à la cérémonie des JO,
vidéo que moi j'ai trouvé géniale. Il y avait des choses peut-être qui pouvaient parfois interpeller les uns les autres. Ça y est, on était reparti dans un délire de politisation. Vous regardez une cérémonie, il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui vous déplaisent. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que ça n'a pas été réussi. Mais c'était parti sur les réseaux sociaux toute la soirée, à gâcher en fait le moment quelque part, à y mettre de la politique. Voilà, c'est exactement la même stupidité à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Vaste débat sur les réseaux, la réaction. Ça me permet peut-être de faire une petite parenthèse sur cette photo qui a beaucoup choqué de ces élus, d'Anne Hidalgo et de Jean-Luc Romero qui partaient à Auschwitz. La photo, évidemment, moi quand je l'ai vue, m'a choquée avec ils sont tous sourires. En même temps, j'entendais Elisabeth Lévy, c'est aussi la réaction qu'il y a eu. Faut arrêter un petit peu l'hypocrisie quand on prend l'avion. Quand on prend l'avion, alors la bêtise a été de le tweeter, mais les gens sont pas dans la compassion, dans la pénitence et dans le tout le temps. Faut arrêter. La photo est choquante, mais ce qui est choquant, c'est pas la photo, c'est tout ce qui s'est passé. Et il semblerait que Anne Hidalgo, que je ne soutiens évidemment pas, ait été toujours dans ses déplacements. Absolument. Apparemment, chaque année, c'est son avocat qui en a parlé. Elle a toujours été claire sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on va pas non plus. J'ai fait un petit pas de côté, mais cette indignation de l'émotion. Elle est un peu fatigante, je sais pas ce que... Oui, c'est fatigant. Vous l'avez dit, il a voulu placer sa formule. C'est même lui qui l'a dit. Je lance la formule. C'est ça qui est énervant. Parce que vous revenez sur Ruffin. Pardon, sur Ruffin, parce que c'est ce qui m'embête un peu. Parce que, en fait, la place d'un élu, que ce soit Ruffin ou un autre, s'il n'est pas content de la vision de l'histoire qui est défendue au Puy du Fou, moi-même, je ne la partage pas fondamentalement, mais il y a des musées pour ça. On peut amener ses enfants au musée de l'immigration, qui raconteront les siècles d'immigration qui sont venus dans ce pays et qui apporteront peut-être une lecture différente, peut-être plus équilibrée, peut-être plus en profondeur historique. Donc nos enfants, c'est à nous de les éduquer, de les amener dans la diversité des lectures de l'histoire, de leur faire découvrir ce qu'a été la France. C'est pas en s'attaquant au Puy du Fou qu'on va améliorer l'éducation de nos gamins. Donc faut pas se tromper de débat. Et pareil sur cette photo dans l'avion, évidemment ça arrive à tout le monde de faire une photo quand on part à quelques-uns en voyage. Et franchement, s'il y a bien une personne, vous l'avez dit, ne peut pas être suspectée de pas être fidèle à ce rendez-vous de la mémoire, de l'histoire, qui sont ces déplacements importants où on amène d'ailleurs des enfants, des lycéens, et c'est très important de le faire à Auschwitz et ailleurs. Eh bien, voilà, donc il faut un peu de lucidité par rapport à ça. Rachida, sur les deux sujets, parce que c'est un peu, là aussi un emballement médiatique à chaque fois. C'est clairement de l'hypocrisie politique. Vous avez fait le tour de table et je le dis, je le répète assez souvent, on ne fait plus de politique en réalité. C'est surtout en fait de la communication, c'est des effets de com. Ça me fait bien marrer. Là, on est en pleine campagne des municipales. Tiens, on découvre en fait ce qui se passe dans son quartier. On découvre en fait qu'il y a des problèmes. Donc je vais pas citer de candidats, mais il y en a qui m'ont fait, qui m'ont fait bondir. Donc entre Rendons Paris heureuse et puis entre je découvre qu'en fait il y a des gens qui vivent sous les ponts. Donc non, c'est de l'hypocrisie politique et moi je déplore, mais vous n'imaginez pas, ne tombez vraiment pas dans le piège. Regardez réellement ceux qui étaient sur le terrain, qui depuis en fait le début ont été proches de toutes les associations, de tous les habitants, et ne soyez pas dupes parce que on vous sort en fait aujourd'hui de grands slogans, dont celui-ci, on s'attaque au Puy du Fou. Ça reste quand même un patrimoine national, ça reste une fierté en fait pour la région, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà, c'est donc non, nous sommes c'est un gros coup de gueule du matin là. David est en ligne avec nous. Bonjour David, ça vous fait réagir? Oui, ça me fait réagir. Je trouve que bonjour Valérie, je trouve que c'est vraiment une ineptie. On marche sur la tête. Le Puy du Fou, c'est d'abord parce que ça fonctionne, parce que ça raconte une histoire. C'est pas parce que ça cause une casse politique. Il y a l'émotion, le spectacle, la transmission. À ce rythme-là, autant faire un Disney de droite avec un parc où on a un contrôle des frontières à l'entrée, des princesses méritocrates, des parades de ruissellement économique. Enfin, on marche sur la tête. Bonne idée. La culture gagne quand elle ouvre des imaginaires, pas quand elle devient un outil de réécriture idéologique permanente. La gauche n'a pas besoin d'un parc à thème pour exister, d'après moi. Elle a besoin de récits vivants, désirables et contemporains, pas de copier un modèle qui marche en changeant simplement le drapeau, quoi. Vous avez vous l'avez dit avec humour, mais vous avez raison, quoi. C'est la surenchère dans. Oui, c'est flagellation lente. On n'a pas besoin de ça. Je rejoins sur le côté communication.
Je pense que François Ruffin a aussi besoin d'exister politiquement et médiatiquement, donc c'est le meilleur moyen pour lui avec ce type de formule de se dire regardez, j'existe, je suis capable de taper sur la droite parce que le Puy du Fou c'est de Villiers derrière, donc c'est juste une manière d'exister, mais concrètement les gens ils vont au Puy du Fou parce qu'ils ont envie de voir des artistes, ils ont envie de voir quelque chose, ils ont envie de passer un week-end en famille, ils y vont pas parce que ce sont des militants politiques. Donc arrêtons de tout politiser, là-dessus je rejoins Laurence. Ouais. Thomas, un auditeur me dit on pourrait faire le parc Louise Michel. Voilà, bon je pense que ça fait sourire. John, on continue. L'adoption du budget avec le 49.3 n'a pas fait que des heureux. C'est notamment le cas des apprentis conducteurs qui vont perdre la possibilité de financer leur permis de conduire via le CPF, le compte de formation professionnelle. Alors pour rappel, chaque année on cotise 500 € si on travaille au moins à mi-temps en tant que salarié. Un solde qu'on pouvait jusqu'alors utiliser donc pour se payer l'auto-école et qui va donc prochainement être réservé aux chômeurs. Explication sur BFM TV. Plus d'1 million de personnes passent le permis chaque année. Sur ce chiffre, près d'un quart mobilise son compte personnel de formation pour financer ses heures de conduite. Une aide devenue indispensable pour certains candidats. Par exemple, je pense à un candidat qui a une promotion dans son travail. Jusqu'à maintenant, il a profité de son CPF. Si jamais il n'obtient pas son examen dans les 3 mois à venir, il risque de perdre, lui, son emploi. Des auto-écoles traditionnelles peuvent faire plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec notamment le compte personnel de formation. Et donc, c'est des faillites d'auto-écoles, enfin quasiment sûres, en cascade, malheureusement. Autre restriction prévue dans le volet dépenses du budget, la suppression de l'aide de 500 € pour les apprentis désireux de passer leur permis de conduire. Ouais, beaucoup. Pardon. Sur le CPF, oui c'est ça, c'est le CPF. Il y a eu énormément d'arnaques au CPF. Absolument, c'était devenu une manne financière extraordinaire pour des arnaques et donc des personnes vont le payer, mais c'est parce que les dérives ont tellement été énormes qu'il faut légiférer dessus. C'est pour ça qu'ils ont fléchi. Mais là, le permis, c'est pas une arnaque parce que j'entends, il y avait des arnaques avec des organismes de formation qui se créaient et puis qui n'étaient pas des organismes de formation. Mais là, en fait, on tape sur les travailleurs. C'est-à-dire, vous êtes travailleur, vous cotisez, vous ne pourrez plus en bénéficier. Vous ne travaillez pas, parfois on ne travaille pas par choix et parfois on ne travaille pas par obligation. Il y a 2 catégories. Mais vous pourrez en bénéficier. Mais enfin, c'est complètement le monde à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que ce monsieur se mette au chômage pour avoir son compte de formation et puis après retrouver un emploi? Ça, c'est vraiment, si vous voulez, quand monsieur disait on marche sur la tête, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser les gens et d'aider les travailleurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est au SMIC, on peut se payer un permis, ce n'est pas possible, et ben on va d'un côté leur enlever ça qui leur permet en fait d'évoluer et en fait au final on va continuer pour cotiser pour les gens qui ne travaillent pas. Oui. Non, là, il y a des mesures des fois qui sont gagnant-gagnant. Là, c'est perdant-perdant. C'est perdant pour tout le monde. C'est perdant pour le travailleur qui, effectivement, l'exemple de la promotion est très juste. Vous êtes en poste, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le permis. Vous avez une promotion où il vous faut le permis pour l'avoir et vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas ce permis de conduire. Et puis de l'autre côté, les auto-écoles, évidemment, je comprends leur point de vue. Qu'il y a eu des dérives sur le CPF, bien sûr, mais je vois pas où est la dérive sur un permis de conduire. Vous ne pouvez pas faire semblant de passer un permis de conduire et avoir un faux instructeur. Il y a heureusement des choses qui sont encadrées à ce niveau-là. Donc vraiment, je ne comprends pas, à part faire quelques petites économies de bout de chandelle, je vois vraiment pas en quoi c'est utile à la société. En plus, ça représentait près d'un quart des formations financées par le CPF, donc c'était quand même, c'est quand même important. C'est conséquent. Surtout dans les territoires. Bah oui. Bah bien sûr. Oui, Rachida. Oui, non, mais j'ai en mémoire, en fait, à l'époque, le permis de conduire, il coûtait la moitié de ce qu'il coûte aujourd'hui aussi. Et moi, je pointerais plutôt, en fait, enfin, je sais pas, j'irais plus sur cette voie-là, de voir comment, en fait, on peut revoir, peut-être, créer une autre offre. Donc je pense à ça parce que j'ai ma fille qui a 18 ans, elle est allée pour s'inscrire pour passer son permis de conduire, elle est revenue en me disant écoute maman ça coûte 1 500 €. Je lui ai dit 1 500 €. Alors du coup on retombe un petit peu sur terre et on se dit mais pourquoi en fait les prix ils ont augmenté autant, donc comment on peut faire en fait, c'est surtout ça. De plus en plus cher de faire travailler des gens, mais parce qu'on paye des charges pour ceux qui ne travaillent pas. Bien sûr. Et 1 500 € minimum, parce qu'après il va y avoir des coûts en plus. Il y a des heures de conduite. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de discrimination au logement suite à un testing fait par SOS Racisme. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors, réaction, Gilles me dit, il faut expliquer donc à vous, Rachida, que ça coûte cher parce qu'il faut payer les moniteurs, l'essence, l'entretien, l'assurance des voitures. Et voilà ce qui fait que ça coûte de plus en plus cher, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un investissement important aujourd'hui que de passer le permis. John, on continue ? Ouais, avec ce chiffre qui va faire beaucoup parler aujourd'hui et dans les prochains jours. L'association SOS Racisme qui a dévoilé donc ces dernières heures un rapport basé sur un testing qui montre que près d'une agence immobilière sur 2 accepte de discriminer ou en tout cas d'être complice de discrimination dans l'obtention d'une location en se basant sur l'origine ou la couleur de peau du demandeur, ce qui est donc, je le rappelle, totalement illégal en France. Une équipe de TF1 s'est glissée dans les coulisses de la réalisation de ce rapport. Au téléphone avec diverses agences immobilières, les militants d'SOS Racisme se font passer pour des propriétaires en recherche de locataires. Leurs critères, des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage rencontrés par le passé. On va parler clairement. C'était quoi les locataires? C'est quoi? Ils sont d'origine méditerranéenne? D'origine africaine, quoi, ouais. Ouais, d'accord. Mais je comprends. Résultat, beaucoup d'agents accèdent à cette requête illégale. Je ne peux pas refuser l'accès à un logement par rapport à une couleur de peau ou une ethnie ou une culture, en fait. Mais par contre, je peux trouver un autre moyen pour dire que le dossier n'a pas été validé et au profit d'un autre dossier. Vous voyez, il y a toujours une solution. Sur 200 agences testées, une courte majorité refuse cette discrimination, mais plus de 48% acceptent ou facilitent une sélection basée sur un critère racial. Voilà, donc testing qui a été fait sur un grand nombre d'agences immobilières, sur ces 198 agences, donc 96, donc près de la moitié ont accepté de discriminer elles-mêmes sur la base d'un critère racial. Alors, je sais pas, réaction. De toute façon, c'est interdit par la loi, donc il n'y a pas besoin de créer des commissions. J'ai vu que la ministre, annonce une formation. Berger, maintenant, ça, c'est encore un truc qui va nous coûter un pognon de dingue pour, au final, dire aux gens, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, il y a une loi, c'est comme ça. La discrimination dans le logement, elle existe, et malheureusement, sur ces critères-là, sur d'autres critères aussi, femmes seules avec des enfants, on vous prend pas non plus pour une simple et bonne raison, c'est qu'on considère que vous êtes invirable. Non salarié, bonne chance pour avoir un logement. Donc moi je pense qu'il faut revoir effectivement, mais vous ne forcerez de toute façon, il y aura toujours des contournements. Les propriétaires, s'ils n'ont pas envie de vous louer quelque chose, ils le loueront pas. Vous pouvez aller taper sur tout le monde, ça ne changera rien. Donc quand on connaît des cas, il faut les dénoncer, il faut que les gens soient sanctionnés, mais vous ne pouvez rien faire contre ce phénomène. Un propriétaire choisira toujours son locataire. Oui, alors donc Aurore Berger a annoncé qu'elle allait mettre en place une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers. Actuellement, il y a une formation qui est obligatoire uniquement pour les détenteurs d'une carte professionnelle, soit moins de la moitié des agents. Je vois pas bien ce que ça va changer. Ça va nous coûter de l'argent, c'est tout. Oui, c'est ça, parce qu'au final... Et ça permet à la ministre de dire qu'elle est en action, qu'elle existe et qu'elle a fait quelque chose pendant qu'elle était ministre. Non, mais c'est vrai, c'est ça, quand on parlait de la communication tout à l'heure, c'est exactement ça. On prend vraiment les Français pour des imbéciles, en fait. Oui, mais et après, c'est quand même le bailleur qui va décider à qui il loue. Et après, aller prouver que c'est sur la base de critères racistes, c'est compliqué. Là, Aurore Berger, je ne sais pas où elle vit, mais je crois qu'il faut lui dire que les agents en question qui ont été rattrapés par la patrouille, par SOS Racisme, ils sont très bien formés, justement. Ils sont très, très bien formés pour contourner la loi et échapper au clou. Donc là, ce n'est pas une question de formation, c'est une question de sanction. Et il y aura toujours un équilibre à avoir, et c'est là aussi qu'il ne faut pas avoir d'hypocrisie non plus, entre, évidemment, être très dur sur ces discriminations et permettre aussi, dans les cas compliqués, quels qu'ils soient, avec un locataire, dans la relation propriétaire-locataire, on sait qu'il y a un équilibre différent à trouver et qu'aujourd'hui, des propriétaires sont inquiets. Et là, pour le coup, quelles que soient les origines, de tomber... Moi, je peux vous dire, j'habite à la campagne, dans le Lot, dans ma vallée, j'ai énormément il y a très peu de locations. Vous regardez sur Se Loger, Le Bon Coin, vous avez très, très peu de locations. Par contre, vous avez en fait des logements à louer. Mais vous avez des habitants qui disent, mais moi, je veux pas louer à n'importe qui, je veux faire gaffe. Donc, c'est du bouche à oreille. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de situations où on reste bloqué avec un locataire qui abîme l'appartement, Et là, je pense qu'il y a un équilibre meilleur à trouver entre locataire et propriétaire pour qu'un propriétaire soit plus tranquille au moment de louer son appartement et que on n'aille pas vers ces discriminations qui sont de toute façon injustifiables, mais qui peuvent être poussées par ce déséquilibre entre locataire et propriétaire. Oui, Rachida Kaour, c'est compliqué, c'est complexe, parce que c'est aussi la liberté
d'un bailleur de choisir à qui il a envie de louer son appartement. J'allais dire, Valérie, oui, c'est aussi la liberté de pouvoir choisir. Quand vous avez un bien, vous avez investi, c'est votre bien, vous pouvez choisir en fait qui va habiter dedans. Après, bien sûr que des lois existent pour justement juger bien toutes ces discriminations sur la base raciale ou ethnique. Maintenant, l'applicabilité, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à démontrer, à prouver qu'effectivement, le refus, par exemple, en l'occurrence d'une location basée sur le genre ou l'origine, doit être sanctionné. C'est très compliqué. Donc, je pense qu'en réalité, ce qu'a proposé Aurore Berger, c'est plus effectivement peut-être de la communication. C'est une avancée supplémentaire d'un État qui flique non-stop. Mais derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être une plateforme où on peut dénoncer. Mais encore une fois, la complexité, c'est de prouver que c'est basé sur de la discrimination. Oui, absolument. On a Stéphane qui nous dit déjà on devrait faire la loi anti-squat avant de penser à ça. Le problème, c'est le client souvent, et effectivement, Parce que toute la difficulté, elle est que... Mehdi Raich. Donc des agences immobilières vont faire ce type de choses, mais ça sera impossible à prouver. Donc ça sera impossible de légiférer sur ce sujet. La discrimination, peu importe qu'elle soit, c'est horrible. Et derrière se cache un autre problème qui, lui, n'est pas lié à un type de discrimination. C'est effectivement le problème des squatteurs ou de la manière dont vous allez en fait faire jouir votre bien à quelqu'un. Donc là, il y a toutes ces problématiques. Il y a deux problématiques qui se mettent finalement en parallèle, et la situation, elle devient quelque part inextricable. Comment vous allez pouvoir faire en sorte de dire, cette agence immobilière-là, ce propriétaire-là, a fait en sorte que cette personne-là n'aille pas... C'est impossible à prouver, vous n'allez pas pouvoir le prouver. Non. Donc il y a ces deux difficultés, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que ce que dit Aurore Berger, c'est de la communication. Franchement, ça ne sert à rien. C'est juste une manière d'exister, un peu comme François Ruffin tout à l'heure. Et au fond, sur ce type de problématique, vous n'allez pas pouvoir avancer, si ce n'est en faisant un travail sur l'éducation et la prévention. C'est la seule chose qu'on peut faire. Après, je ne veux pas faire de lien de causalité, mais forcément, si des gens se font toujours recaler dans leur dossier, c'est ces personnes-là qui risquent peut-être de devenir des squatteurs derrière. Oui, tout à fait. Non, c'est jamais le cas. Un mauvais payeur, c'est un mauvais payeur. C'est-à-dire qu'ils ont compris les failles de la loi. Pourquoi il ne paierait pas son loyer? Parce qu'il se fait recaler sur les dossiers. Je vois pas le rapport. Non, je dis juste que si à un moment donné, en fait, personne nous laisse la possibilité d'avoir un appartement, c'est comme ça qu'on peut se retrouver à devenir un squatter. Parce que justement, on a vu notamment pas mal de gens qui louent des Airbnb et ensuite changent les serrures, tout ça, parce qu'ils disent je n'arrive pas à avoir d'appartement. Non, alors ça, je vais vous dire, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'appartement. Ils ne le justifient pas. Voilà. Je dis que ça existe. Et un mauvais payeur, on est un squatteur et un mauvais payeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la loi anti-squat, c'est que on avait oublié de mettre en fait, la loi intervient quand vous prenez l'appartement de manière illégale, et elle n'intervient pas quand vous la prenez de manière légale. Mais un squatteur qui profite du système, c'est pas un mec qui trouve pas d'appart, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de payer le loyer, tout simplement. Oui, et la loi, et il y a une protection des locataires, la garantie loyer impayé, mais quelqu'un me disait, alors à vérifier, qu'il suffit de payer quelques dizaines d'euros pour faire tomber cette garantie. Donc en fait, ça protège pas vraiment. Il y a des entreprises privées qui font de la caution, et c'est assez intéressant, c'est peu connu pour des gens qui ont des situations un peu bancales et qui justement interviennent. Vous pouvez payer, c'est un pourcentage de votre loyer, et au moins quand vous mettez votre dossier chez un propriétaire, il est garanti d'être payé, et en même temps ça donne accès à des logements à des gens qui n'ont pas des dossiers qui rentrent dans les clous. Oui. Et à signaler que la discrimination à l'embauche est également aussi sur les CV anonymes. Sur les CV anonymes. Sur les CV anonymes, ça c'est mais les plus discriminés sont les personnes handicapées. C'est ce que nous avait dit Jean-François Amadieu. Les handicapés sont considérés quasiment comme des sous-citoyens aujourd'hui. Absolument. On se retrouve dans un instant. On va parler donc de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La loi normalement est aujourd'hui examinée à l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée, vous entendrez Gabriel Attal, les mineurs, enfin les moins de 15 ans, ne pourront plus accéder aux réseaux sociaux. Puis on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, avec vous. Sud Radio, le dit-vous d'accord, Valérie Expert. On nous d'accord les débats entre 10h et midi sur Sud Radio avec Rachida Kaout, conseillère municipale Renaissance à Évry-sur-Seine, Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, Rémi Branco, vice-président du Lot et porte-parole du PS. Votre livre Loin des villes, loin du cœur est paru aux éditions de l'Aube, et Mehdi Raich, analyste politique. Bannir les réseaux sociaux
pour les moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Est-ce que cela vous semble être une bonne chose? Est-ce que cela vous semble être réalisable? On en parle avec vous. Et puis on parlera de la police anti-immigration aux États-Unis, ICE, avec un deuxième mort et beaucoup de questions et des réactions politiques en France, dont celle pour le moins étonnante de Marion Maréchal, qui continue de défendre Donald Trump et qui qualifie d'accident malheureux les morts de Minneapolis. On en reparle avec vous. Alors je voulais vous faire peut-être réentendre ce que disait ce matin Gabriel Attal à propos donc de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Concrètement, ce que je peux vous dire ou vous annoncer, c'est que cette interdiction rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. On en est sûr, ça? Si le texte est voté aujourd'hui, si le texte est adopté, il devrait être examiné au Sénat à la mi-février. Ça veut dire qu'en un mois, il peut être adopté et qu'au 1er septembre, l'interdiction entrera en vigueur pour les nouveaux comptes qui seront créés. Mais comment on va la faire respecter? Et au bout sur le calendrier, ensuite les plateformes de réseaux sociaux auront jusqu'au 31 décembre pour désactiver les comptes existants qui ne respectent pas la nouvelle devront faire le ménage, vérifier. Absolument. Ils pourront d'ailleurs démarrer avant que l'interdiction entre en vigueur s'ils le souhaitent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le fond, je pense que tout le monde... Enfin, peut-être pas, mais Diraïch, vous êtes... Si, sur le fond, moi je suis plutôt d'accord. Moi je considère les réseaux sociaux... C'est un fléau. Pour moi, c'est quasiment une arme de destruction massive contre la jeunesse par moment. Oui. J'avais déjà donné ici l'exemple de ce qui se passe sur TikTok, où vous pouvez assister à des lives qui parlent de viol. Et en fait, quand vous êtes sur TikTok, vous pouvez lancer des lives, il peut y avoir 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes qui vous suivent. Il suffit juste de dire le mot miaule, pas viol, et vous pouvez parler librement de ce sujet-là et d'en faire peut-être même l'apologie. Donc, il y a des vraies dérives. Imaginez maintenant un gosse de 12 ans qui tombe sur ce type de sujet. Ça peut devenir très compliqué. Donc Twitter, pendant un bon moment, avant qu'Elon Musk le reprenne, c'était un site porno à ciel ouvert. C'était très facile de tomber sur des images pornographiques. Donc il y a tout ce sujet-là. Il y a aussi le sujet du harcèlement scolaire. On a vu que Camélia s'est suicidée il y a très peu de temps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le harcèlement continue, même dans la sphère privée. Donc quand vous êtes jeune, il y a toutes ces problématiques-là qui arrivent. Ensuite, il y a la question de l'application. Moi, je doute de l'application réelle de ce type de sujet. Parce que je ne sais pas véritablement comment on va faire. Par contre, il y a un point que personne ne soulève, c'est qu'il y a la responsabilité des parents. Quand vous donnez un téléphone portable à votre enfant, c'est une responsabilité. Ensuite, c'est une question d'éducation. Et là, je pense qu'on est à un paradoxe. C'est que sur le temps long, ça sera toujours une question de l'école et de l'éducation. Sur le temps court, je pense qu'il faudra cette loi. Alors attention, Alors, Laurent, justement, parce qu'on parle de la responsabilité des parents, il faut faire attention parce que c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Non, justement, c'est peut-être que vous y reviendrez. Bien sûr que les parents doivent accompagner, bien sûr que les parents doivent former, bien sûr que, mais il n'empêche que, et on reparlera de Camélia tout à l'heure parce que c'est mon coup de gueule, mais cette petite fille était très fusionnelle avec sa maman qui l'a surveillée énormément. Absolument. Elle a subi un harcèlement qui a démarré en décembre. Ça s'est passé en 2 mois. Et moi, je défie quiconque, parce que même si on piste tout ce qu'il y a sur les téléphones, ça peut vraiment dépasser ça, parce que les gamins peuvent quand même avoir accès aux réseaux sociaux par le téléphone d'un copain, d'une copine. Ça va tellement vite, ça peut être en quelques heures, en fait, qu'un gamin peut avoir accès à un réseau social et en arriver à des dérives. Donc oui, bien sûr, les parents, mais ne culpabilisons pas les parents qui n'arrivent pas ou qui ne voient pas des choses. Ça va très vite. Sur la loi qui est proposée, bien sûr que ça va être difficile. C'est pas idéal ce qui est proposé. Il n'y a pas d'idéal, mais en tout cas, ça donne un signal. Et j'écoutais ce matin sur une chaîne d'information une maman qui témoignait et qui disait qu'elle a perdu sa petite fille qui s'est suicidée, sa fille qui s'est suicidée. Et elle disait, enfin, au moins, on pourra dire attention, c'est dangereux, et de dire que c'est dangereux. Cette loi va permettre. C'est un outil pour les parents. C'est un outil pour les parents de dire que c'est dangereux et pour toute la société. Pour toute la société, oui, c'est dangereux, et malheureusement, ça ne sera pas idéal, mais en tout cas, il faut le dire. Alors, Rachida Kaoud, vous avez une fille de 18 ans, vous l'avez dit, effectivement, quand on est parent, on se rend compte qu'entre la théorie et la pratique, c'est très différent. On a beau être le parent le plus attentif, on ne maîtrise pas tout, et la puissance, et je le dis moi depuis très longtemps, c'est que je pense que la société, les réseaux sociaux sont plus forts que les parents aujourd'hui. Oui, et nous en avons fait les frais. Donc, au-delà de ma fille, en fait, mon fils de 16 ans. Donc, ça a carrément brisé sa vie, les réseaux sociaux. Oui, carrément. Aujourd'hui, ça va. J'ai fait le deuil parce que ça remonte maintenant à 1 an et demi. Et ça a été très violent, le harcèlement en ligne.
où il se faisait insulter, humilier, au point où il pouvait plus poser donc ses pieds à l'école, au lycée. Ouais. Ça a été très compliqué et on a dû changer de lycée 5 fois en un an. Le recteur de Paris a été exceptionnel. Il a vraiment été très. Ils ont même une cellule en fait dédiée spécialement au harcèlement, une cellule psychologique pour accompagner donc aussi ces jeunes ados. Ce qui est difficile, c'est que vous avez affaire à des adolescents qui, malgré le harcèlement, continue de chercher les réseaux sociaux. C'est addictif. C'est ça, c'est addictif. C'est ça, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est plus fort. J'avais supprimé le téléphone portable et il trouvait le moyen de se connecter sur l'ordinateur ou bien avec le téléphone portable de sa sœur ou quand il allait chez sa mamie. Donc, dans tous les cas, c'est comme si c'est des coups d'épée dans l'eau. Et aujourd'hui, la loi donc, qui est proposée, bien sûr que je l'accueille vraiment avec vraiment une impatience. Vous n'imaginez pas. En revanche, est-ce que ça va avoir de l'impact? Je pense que c'est difficile. C'est pour ça que Emmanuel Macron actionne au niveau européen, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, c'est une action à mener au niveau européen pour créer cette fameuse barrière. En Australie, j'ai pu voir que ça fonctionne très bien. C'est déjà interdit aux moins de 16 ans. Enfin, c'est mitigé parce qu'il raconte qu'il y a énormément de contournements. Beaucoup d'adolescents utilisent des VPN, des comptes pour adultes. Donc, des faux profils. Des faux profils, etc. Donc, mais aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas penser finalement à une reconnaissance faciale quand, par exemple, un jeune se connecte et bien juste en fait l'identification. Sauf que si vous faites ça, attention, ça veut dire que toutes vos données biométriques seront utilisées. Ça veut dire que comme ça ne nous appartient pas, ces réseaux sociaux, une fois que vous, quand vous devrez faire quoi que ce soit avec une reconnaissance faciale, on utilisera votre... c'est tout la s'il faut en arriver là, s'il faut en arriver là pour protéger justement nos jeunes, faisons-le. Non, mais la reconnaissance faciale, vous mettrez le visage de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont ruser en faisant ça. Alors, là, on parle du harcèlement, mais si vous avez écouté ce matin Jean-François Achilli, ça parle aussi et c'est ce qu'évoquait Mehdi Raïch, c'est-à-dire les contenus, c'est-à-dire la scarification, les encouragements au suicide, il y a l'anorexie, il y a énormément de sujets et d'algorithmes qui font que on parle d'addiction, des adolescents sont pris dans ces forums et dans ces challenges. Oui. Alors, Rémi Branco. Je crois que sur l'interdiction, il y a à peu près consensus pour dire qu'il faut aller dans cette direction-là. Il y a quand même des petits débats parce que dans la version initiale, on ne faisait pas la différence, par exemple, entre TikTok et Wikipédia. Moi, je trouve qu'évidemment, c'est heureux que des adolescents puissent aller sur Wikipédia, prendre de l'information. C'est bien gauchiste. Mais que ce soit politisé, c'est pas un problème. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Non, mais Wikipédia, c'est censé être un dictionnaire. Vous savez que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est très différent de parler de TikTok et de parler de Wikipédia. Bon, ensuite, il y a des débats sur la borne d'âge. Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 13 ans? Bon, tous ces débats, ils doivent être menés et précisés. Mais sur le fond, tout le monde est d'accord pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, la question du harcèlement, qui est une vraie question. La question des contenus que vous avez évoqués. Puis moi, plus largement, il se trouve que mon fils n'est pas encore sur TikTok puisqu'il a 1 mois. Et je l'en protège. Et il me réclame pas encore ça. Il réclame autre chose à sa maman. Je ne sais pas ce qui vous attend dans 15 ans. Mais forcément, depuis qu'il est arrivé, il y a 1 mois, je me pose cette question parmi d'autres. Dans quel monde j'ai mis Maurice, puisqu'il a un très beau prénom, à la vie. Et je me dis, mais comment moi, en tant que parent, je vais faire? Et c'est vrai que la question des parents, moi forcément, du coup, je me la posais pas avant. Et je trouve que cette loi, quelque part, elle aide les parents. Parce qu'on se retrouve plus dans une relation de parent-enfant à résister à la demande, à la pression et à se dire je lui fais du mal parce que comment il va communiquer avec ses copains et ça va être le seul de la classe à pas y être, etc. Donc cette loi, quelque part, elle va aider les parents à dire non, c'est comme ça, c'est la loi et tu iras plus tard. Donc ça, je pense que c'est plutôt de nature à soulager les parents. Après, moi, ce qui m'importe et m'inquiète, c'est quelle génération va arriver, et la génération qui est obnubilée par les écrans, qui 5 minutes sans un écran, sait plus quoi faire. Oui, ça joue sur 5 minutes sans un écran devant 3 lignes, n'arrive pas à se concentrer plus de 2 minutes sur un livre, sur un article. Là, ça m'inquiète vraiment parce qu'on forme une génération qui va être complètement captive des réseaux et finalement qui n'aura plus l'esprit critique et même qui découvrira même pas l'ennui. Mais Maurice, l'ennui, c'est important. L'ennui chez un enfant, pardonnez-moi, l'ennui chez un enfant, c'est important. Savoir qu'à un moment, non, il n'y a pas de téléphone, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? On joue autour d'un arbre, on joue avec quelqu'un, on rencontre quelqu'un et on va vers l'autre, on va vers la curiosité, vers l'imaginaire. Et ces écrans, ils broient l'imaginaire, ils broient la rencontre, ils broient
la curiosité, et c'est peut-être pour moi ce qu'il y a de plus précieux dans l'apprentissage d'un enfant à la vie, c'est cette curiosité, aller vers les autres et apprendre. Et voilà pourquoi moi, au-delà de toutes les questions de harcèlement et de contenu, je pense qu'on a besoin d'avoir ce temps hors écran. Moi, je pense que Maurice a de la chance parce qu'il est né au bon moment. C'est-à-dire que moi j'ai une fille de 22 ans et une fille de 10 ans. Et je me rends compte que ma fille de 22 ans, qui a été victime des réseaux sociaux, notamment pendant le Covid, en fait, le calcul, c'était l'âge idéal. Et elle m'a dit, maman, on s'en est très bien sorti, elle m'a dit, maman, avec TikTok, j'ai perdu 1 an de ma vie. Tellement elle était... voilà. Bon, après, elle ne fait pas partie ni des jeunes filles, heureusement, qui sont harcelées, ni que ça n'a pas eu d'impact sur son travail scolaire, et elle s'en est vite rendue compte. Et ma fille, qui a 10 ans, est beaucoup plus en alerte et informée du danger. Donc je trouve je ne voudrais pas donner un truc d'optimisme, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort. C'est-à-dire que moi, elle peut vous dire exactement quels sont les dangers, pourquoi on ne va pas parler avec les gens. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas malheureusement dans la difficulté. Et votre fils, qui a 1 mois, j'espère et je pense que quand il a 10-12 ans, on en sera sorti. Oui, alors on va marquer une toute petite pause et on se retrouve. Vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300, le comportement de vos enfants, de vos petits-enfants face aux écrans pour témoigner sur Sud Radio, et je vous donne la parole, Rachida Kaour, dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio parle audio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, quelques réactions. Amfauve me dit sur Facebook, des parents, ils sont continuellement. Alors, que donnent-ils comme exemple à leurs enfants? Oui, c'est ce que je disais hors antenne, avec un petit garçon de 2 ans que j'avais chez moi ce week-end qui prend mon téléphone et qui scrolle. Donc, il a compris le geste. Donc, oui, l'éducation est importante. Alors, effectivement, peut-être que Maurice, votre fils de 1 mois, Rémi, aura de la chance, je l'espère. Mais c'est vrai que moi qui ai des enfants beaucoup plus âgés, il n'y avait pas les réseaux à l'époque. On avait cette addiction au téléphone qui existait déjà et qui s'est transformée par la suite en quelque chose d'encore plus terrible. Rachida, vous vouliez préciser Oui, moi je pense qu'en réalité, de toute façon, c'est inévitable et ça va aller crescendo, justement, la digitalisation, l'utilisation des plateformes, tout ça. Bon, force est de constater aujourd'hui que la seule solution qu'on peut réellement apporter, c'est l'éducation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne, l'éducation numérique, la sensibilisation, il faut marteler, il faut continuer non-stop à marteler jusqu'à ce qu'en fait, en réalité, cette nouvelle génération, dont le petit Maurice aussi, qui arrive, eh bien, elle va grandir avec finalement cette sensibilisation sur comment on utilise les réseaux sociaux, comment on utilise Internet, et puis surtout, renverser, j'allais dire, la vapeur et utiliser ça de manière efficace au service de leur éducation, au service de leur apprentissage. Pourquoi pas? Ça, c'est dans le monde idéal. Mais on est capable de le faire et il faut le faire. Donc cette loi, c'est la première pierre qu'on apporte aujourd'hui pour protéger justement les jeunes. Et en même temps, ce qu'il faut faire, c'est compléter cette loi par tout un dispositif, tout un arsenal lié en fait, si vous voulez, à l'éducation et à la sensibilisation au danger, si vous voulez, de l'utilisation de toutes ces plateformes qui sont internationales, parce qu'on n'y peut rien. Ça vient de l'étranger. Mais on parle des harcelés, assez peu des harceleurs. Là aussi, il y a peut-être des choses, vous ne pouvez pas choses à faire, mais visiblement, ils sont plus protégés que les enfants harcelés. Alors déjà, la grosse problématique, c'est l'identification des harceleurs. Vous avez des faux profils. S'ils sont sur Snapchat, comme me disait donc la police, vous ne pouvez pas retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, vous ne pouvez pas prouver qu'ils ont harcelé, parce que les messages sont éphémères. Ils sont supprimés automatiquement. Donc ça aussi, c'est pour ça que je vous disais que c'est une question aussi au niveau international, parce que ce sont des plateformes qui viennent de l'extérieur. Donc on n'a pas la main dessus. On n'a pas la main du tout. D'où, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut un dispositif il faut que ça se fasse au niveau européen, que tous les pays européens jouent le jeu, que tous les pays européens mettent en place justement cette loi pour protéger les mineurs des dangers des réseaux sociaux et effectivement donc mettre la pression sur ces plateformes internationales. Au niveau européen, au minimum, pour sortir une moindre loi, c'est 5 ans.
Oui, Donc, prenons moi, je l'ai tellement vu de l'intérieur, comme j'étais au Parlement. On est tellement dans des délires de techno que je pense qu'il faut vraiment essayer, malheureusement, d'agir au niveau français par tous les moyens, parce que si on attend sur l'Europe, bien sûr qu'il faut le faire, mais on en est loin. Ouais. Et puis, on verra si cette loi qui est examinée aujourd'hui ira jusqu'au bout et sera adoptée. Parlons de ce qui se passe aux États-Unis, de cette police de l'immigration. Deuxième mort à Minneapolis, des manifestations un petit peu partout aux États-Unis malgré un froid polaire, plus que polaire. Et donc c'est vrai que quand on voit les images de l'exécution, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une exécution de cet homme de 37 ans qui manifestait, on ne comprend pas bien pourquoi les policiers ont tiré. Et c'est vrai que la justification de Donald Trump de dire il avait une arme, il y a les grands, quand même les CNN, New York Times, Washington Post qui ont démontré qu'il avait effectivement une arme à la ceinture, mais qu'il n'était pas armé quand les policiers lui ont tiré dessus. Il y a un message assez bouleversant de sa mère hier qui dit nous sommes brisés de chagrin mais très en colère. Alex était quelqu'un de bienveillant et se souciait profondément de sa famille et de ses amis. Et on voit qu'il défend une femme en fait sur les images, et que cette police est d'une violence extrême. On a discuté, je dirais pas le nom, avec quelqu'un de connu qui vit entre les États-Unis et Paris et qui racontait qu'il avait assisté dans les rues de Los Angeles à une rafle, on va revenir sur le mot parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'une voiture qui s'arrête et qui sur le trottoir kidnappe des gens qui sont là, les met dans la voiture et les emmène on ne sait où. C'est le quotidien aujourd'hui aux États-Unis. Mehdi Raich. Alors, il faut rappeler qu'il y a moins d'une dizaine de jours, une femme a été abattue par la même police, 3 balles dans la tête. C'était Madame René Good, elle s'appelait. La personne hier, elle s'est pris 10 balles. Alors que sur les images, on voit bien que l'un des policiers lui a retiré son arme, donc la personne n'avait plus l'arme sur elle, donc elle a été abattue. 10 balles, c'est vraiment c'est un acharnement, donc il y a au moins 2 policiers qui ont tiré. Sur la manière dont Donald Trump se défend, c'est totalement inadmissible, parce que c'est pas tant le fait d'être dur sur l'immigration le problème, c'est la méthode que vous employez. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des personnes sont considérées à peine comme des humains. Je prends un tweet en particulier. La police ICE, j'avais vu il y a fin d'année 2025 un tweet qui avait été fait par l'administration Trump, où justement, qui mettait en avant cette police, où il y avait la musique de Pokémon. Et en fait, c'était marqué Pokémon attrapez-les tous. Ils avaient fait tout un clip pendant 3 minutes avec la musique de Pokémon pour choper les migrants. Donc on voit bien que c'est pas la question de la politique migratoire derrière qui est importante, c'est la manière dont vous allez l'appliquer. Et là, on est dans une méthode qui est franchement dégueulasse, faut le dire, et on ne considère même plus des gens comme des humains, au point où il faut se dire peut-être qu'on pourrait leur tirer dessus. Donc la société américaine, elle est dans une mise sous tension qui est incroyable. Faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé avec George Floyd en 2020. Il y a une bavure policière, on ouvre tout de suite aux États-Unis le dossier du racisme. Et ajoutons un dernier point aussi, c'est que comme aux États-Unis, vous avez le droit de porter légalement une arme, quand il y a une intervention de police, tout de suite ça fait dans une tension incroyable parce que vous ne savez pas si la personne en face a une arme ou pas sur elle. Ce qui change profondément de la manière dont la police va appliquer ou du moins va se mettre en position. Par exemple, comme en France, les personnes ne sont pas armées. De fait, la configuration d'une prise de police ne se fait pas dans les mêmes. C'est pas les mêmes conditions. Aux États-Unis, comme la personne, on se dit qu'elle est potentiellement armée, ça dérape quasiment immédiatement. Donald Trump a écrit en majuscule sur son compte il avait un pistolet. Il n'y a que les criminels qui portent des armes dans nos rues. On a besoin de la loi et de l'ordre. Merci de votre attention sur cette question. Il a précisé donc qu'il était armé, dangereux, avec 2 chargeurs. Et effectivement, ce matin, Marion Maréchal, qui était interviewée, parlait d'accident. Elle dit que ce sont des accidents. Elle a employé le mot à plusieurs reprises. Laurence Sayet.
Alors déjà, Trump qui dit que quand on est armé aux États-Unis, ça veut dire qu'on est un criminel. Je veux dire, là, j'ai du mal à comprendre sa logique. Oui, alors qu'il défend... Alors qu'il y a un permis du port d'armes. Donc j'ai l'impression, je fais pas du Trump bashing, mais là, je me demande s'il a encore tout son esprit, en fait, dans ce genre de phrase. Non, mais vraiment, je me pose la question sur sa santé mentale. Parce que là, ça va carrément à l'opposé de tout ce qu'il défend. Donc au-delà de ça, moi j'ai été profondément choquée par la manière dont tout ceci s'est passé. Et je vais vous dire, en fait, ça discrédite même la lutte contre l'immigration. Ça dessert. Parce que moi qui suis très offensive sur les sujets d'immigration illégale, sur le respect de nos frontières, ce genre de choses, si vous voulez, ça pousse dans des extrêmes qui font que après vous n'oserez même plus dire qu'en fait vous voulez lutter contre l'immigration illégale parce qu'on va être assimilé à ces gens qui font en gros n'importe quoi. Sur la question, en France, a-t-on besoin d'une police de l'immigration? Mais non, on n'a pas besoin. Nous, on sait où ils sont, nos immigrés illégaux. Bien souvent, ils sont en centre de rétention administrative, donc on les a déjà sous la main. Et de toute façon, on n'arrive pas à les expulser. Donc on pourrait mettre des polices de l'immigration. Je vois pas à quoi ça servirait. Et d'autant plus si c'est pour agir comme ça. Évidemment, pour moi, c'est totalement inhumain et inacceptable, très clairement. Mais je crois que Donald Trump, je reviens sur un sujet global, est parti totalement en vrille, en fait, et que malheureusement, des combats qui pourraient paraître légitimes, il les rend illégitimes, alors qu'il s'est engagé sur l'Iran, tout compte fait, on sait plus trop. Il s'est engagé sur l'Ukraine, tout compte fait, on sait plus trop. Donc là, on part quand même dans une voie assez inquiétante. Alors, j'aimerais bien que notre auditeur Gilles, qui réagit sur Facebook, me dise, il dit, si vous faites du Trump bashing, il est de bon ton de taper sur Trump en ce moment. Enfin, Gilles, des choses bien, Gilles, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi ce qui s'est passé à Minneapolis, que ce soit pour René Good ou pour Alex Préti, est quelque chose qui est défendable et qui est à mettre à l'honneur de Donald Trump. Je veux dire, c'est quand même lui qui justifie l'assassinat de deux personnes. Alors oui, on peut dire quand la police vous arrête, vous arrêtez, certes. Néanmoins, est-ce qu'on peut tuer des gens de sang-froid comme ça? Si vous regardez les deux comment on va dire, meurtre, assassinat, exécution de ces gens, on n'est pas face à des dangereux criminels qui ont des armes en main et qui braquent la police. Enfin, je voudrais bien que vous m'expliquiez en quoi Trump est sur cette question-là défendable. J'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, quelques mots encore sur la police de Donald Trump. Beaucoup me disent sur Facebook que les gilets jaunes ont été massacrés en France. Que je sache, la police n'a exécuté aucune personne. Il y a eu des blessés, certes. Il y a eu une répression, certes, mais il n'y a pas eu de gens exécutés de la manière de ce qu'on peut voir, sur les réseaux, les images qui sont diffusées de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui manifestent, qui ne sont pas armés, qui ne sont pas dangereux, qui ne manifestaient même pas d'ailleurs, parce que le jeune homme qui a été tué ce week-end, Alex Préti, était en train de défendre quelqu'un, donc il n'était même pas debout, même pas menaçant. Donc c'est là-dessus très précisément qu'on s'exprime. Je sais pas si il y a une grande émotion en ce moment aux États-Unis de tous les démocrates de ce pays, pas au sens du parti démocrate qui est un peu dans les choux, mais parce que même les républicains, bien sûr, de tous les Américains qui sont attachés aux libertés, et on sait la relation des Américains à la liberté. Il faut savoir quand même de quoi on parle. On a une espèce de garde prétorienne qui, avec des moyens colossaux de l'État américain, avec des moyens juridiques incroyables. C'est-à-dire que vous pouvez perquisitionner un domicile sans mandat d'un juge, ce qui est contraire à l'amendement numéro 4 aux États-Unis, qui est quand même fondamental, même dans l'état d'esprit et dans la civilisation américaine, s'il y en a une. Et vous avez aujourd'hui des gens ceux qui sont cagoulés, ce ne sont pas les manifestants, c'est la milice, c'est la garde prétorienne de Trump qui avance cagoulée, armée à l'arme automatique, sans mandat de juge, pour faire régner un ordre où on est soi-disant à la recherche, comme dit Trump, des détraqués,
des illégaux. En réalité, comment vous faites la différence entre un migrant illégal et une personne d'origine immigrée? Rien, c'est juste la couleur de peau qui est recherchée. Donc là, on a des rafles qui sont basées uniquement sur un fondement de la couleur de peau ou d'une personne qui est suspectée de manifester. On dépasse complètement le cadre légal et je crois que les Américains sont en train de vivre un réveil brutal entre ce qu'ils considéraient être une personnalité politique Trump, qui allait les défendre contre l'extérieur, qui allait rendre l'Amérique meilleure et leur faire gagner en économie, à quelqu'un qui en fait est en train de diviser le pays et à revenir sur les principes fondamentaux de la démocratie américaine qui se base plus que la nôtre, qui est plus basée sur l'égalité, sur les principes de liberté qui est au fondement du pays, en fait, des États-Unis. Deux réflexions. Martine me dit un infirmier avec une arme, et c'est ce qu'évoquait Laurence Sayet, c'est qu'aux États-Unis, le port d'armes est autorisé et que, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais que énormément d'Américains sont armés. Et puis, alors, débat avec les gilets jaunes, c'est pas le débat aujourd'hui. Je veux dire, oui, on me dit, vous estimez qu'une main arrachée, des gens éborgnés, c'est pas grave, ils sont handicapés à vie. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je veux dire, on parle de gens qui ont été exécutés de sang-froid. Donc, pourquoi parler des gilets jaunes? Je veux dire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ça. Alors oui, on me dit, vous faites la morale, mais on fait pas mieux en France. Je pense que la police est républicaine et se comporte différemment. Et la police est formée. J'assume ce que je dis. Là, on parle de gens qui ne sont pas formés. Vous voyez, les campagnes de recrutement pour l'ICE, mais c'est pas des gens formés. Vous avez parfois des vétérans. S'ils sont pas restés dans l'armée, c'est pas pour rien. C'est que c'était pas la fine fleur de la marine anglaise. En France, on a une police républicaine formée qui a un cadre légal quand elle intervient. Là, on est complètement en dehors de ça. On est en état de droit. On est en train de sortir là-bas. Il faut le rappeler. Vous avez raison, Valérie, parce que du coup, entendre que on peut pas mettre sur le même niveau en fait ce qui se passe aux États-Unis, où j'ai l'impression que c'est un film à la Hollywood. Vous avez l'impression, malheureusement, c'est triste à dire, tellement que c'est improbable. J'ai l'impression que c'est un film à la Hollywood. Donc on peut pas comparer. En France, en fait, encore une fois, nous sommes un pays en fait où l'état de droit prime par-dessus tout. Et effectivement, moi je salue la police qui a un travail très compliqué, qui sur le terrain s'en prend plein la tête. Et bien sûr que si ça part en dérive, il y a un recadrage malheureusement qui est fait. Et il y a effectivement des pots cassés, on va dire ça comme ça. Mais ça reste, en fait, si vous voulez, ça reste quand même dans les clous. Ça reste en fait avec un ordre, avec un respect de nos règles républicaines, mais nullement en fait comme ce qui se passe effectivement aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, il y a un point qu'il faut ajouter, c'est quasiment le niveau de mensonge aux États-Unis sur ce type d'affaires. C'est que on voit bien que le Times a sorti l'information que la personne n'était pas armée. Ils ont déconstruit image par image. Donc tout le monde est au courant que la personne n'était pas armée. Et finalement, l'administration Trump, pour protéger sa police, a dit non mais attendez, finalement c'est pas ce que vous dites, ce sont des asociaux, ce sont des illégaux. Finalement quelque part on peut leur tirer dessus. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est la manière dont la société américaine se divise dessus. Parce que vous avez plus ou moins des camps qui disent mais attendez, cet infirmier qui a été tué, finalement c'était un agitateur. Donc c'était légitime quelque part de lui tirer dessus. Et puis vous allez voir d'autres personnes qui vont dire mais non, c'était un infirmier qui était totalement pacifiste. Il avait juste son arme sur lui comme plein d'autres Américains. Et donc on est en train de construire des récits alternatifs aux États-Unis et les personnes sont en train de se faire face littéralement sur ce sujet. Alors ceux qui disent que c'est un agitateur donc on pouvait l'abattre puisque c'est ça. Je veux dire quand on en est là, je pense que c'est irrécupérable parce que rappelez-vous quand Trump n'a pas été élu, je vais vous dire des agitateurs de Trump, il y en avait dans les rues. Trump est en lui-même un bon agitateur. Si on a du Capitole, exactement. Donc si on avait dû abattre tous les gens qui s'approchaient du Capitole, vous voyez quand même, là on est quand même dans la bêtise absolue et dans le danger absolu. Et pour revenir à la situation française, en France, il y a énormément de policiers et gendarmes blessés dont on ne parle pas. Ce sont les premières victimes dans ces manifestations. Et il y a l'IGPN, les affaires sont traitées et bien heureusement, évidemment, on n'en est pas dans ce système. Oui. Alors, est-ce qu'on a Alain en ligne avec nous? Non, on n'a pas Alain. Juste, effectivement, peut-être dans ce cadre-là, vous vouliez faire votre coup de gueule sur ce mot de rafle qui a été employé par Arnaud Klarsfeld. Ah oui, non, mais c'est plus qu'un coup de gueule. En fait, en réalité, c'est une honte. C'est une honte. Et je le répète encore une fois, c'est une honte, encore plus venant de la famille Klarsfeld et d'Arnaud Klarsfeld. Vous voulez qu'on l'écoute pour ceux qui ne l'auraient pas entendu?
C'est compliqué de se débarrasser de tous les associaux qui sont au QTF. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. On peut pas faire ça sans commettre parfois des injustices. On a bien vu la dame qui s'est fait tirer dessus, je me rappelle plus, ici dans le Minnesota. Donc c'est compliqué. Donc ça nécessite une stratégie politique avec l'intention même de commettre parfois des injustices. Voilà, donc précision dans le dictionnaire, une rafle, c'est une arrestation massive opérée à l'improviste par la police. Mais c'est vrai que ce mot employé par Arnaud Klarsfeld... charge mémorielle. Oui, charge mémorielle. C'est surtout, c'est ça, c'est pas un concept administratif là. C'est vraiment en fait un traumatisme. Je pense à toute la communauté juive d'ici d'ailleurs. Vous vous rendez pas compte comment on peut mettre sur le plan en fait, si vous voulez, eh bien sur le plan ce qui s'est passé, ce qu'ont subi les Juifs de France et d'Europe avec les OQTF. C'est pas possible. Je veux bien que les OQTF soient aujourd'hui effectivement un problème où il faut trouver des solutions. Mais n'oublions pas qu'en fait, on a quand même un arsenal de lois qui peuvent être appliquées, mais qui ne peuvent pas, si vous voulez, être appliquées dans le sens premier du terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes diplomatiques qui existent. C'est le réseau consulaire, c'est la diplomatie qui apporteront ces solutions pour l'application des OQTF. Encore une fois, je suis choquée par les propos d'Arnaud Klarsfeld, je vais vous dire, et ça m'a retourné depuis hier. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut utiliser un verbatim comme celui-ci ? Comment on peut, comme ça, en toute impunité, eh bien, encore une fois, rappeler ce pan de notre histoire dont nous ne sommes pas fiers ? Et est-ce qu'on va reproduire en fait justement ce qui s'est passé par le passé ? Est-ce qu'on va reproduire en fait finalement cette chasse à l'homme ? Cette chasse à l'homme, on va dénoncer aujourd'hui, c'est ça ? Ah bah tiens, j'ai un OQTF qui habite à côté. Est-ce qu'on va leur mettre aussi en fait une étoile, peut-être pas jaune, mais ça va être une autre couleur pour identifier ceux qui sont expulsables ou pas ? Alors, je sais pas qui est ce mot de. Non, pour moi, c'est une erreur. Il y a le mot et puis ce qui préconise. C'est juste sur ce propos, non, c'est une erreur. Alors, il réagissait au viol d'une femme de 90 ans par un homme sous OQTF. C'est ce qu'il disait. On mélange tout en fait. On mélange tout. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut expulser les OQTF dangereux. Ça, il y a pas. C'est insupportable de voir tout ce qui se passe, toutes ces victimes d'OQTF que l'on connaît comme étant dangereux, qu'on met dans des centres de rétention administrative et qui ressortent parce que effectivement, on n'arrive pas à les expulser, qui se retrouvent dans nos rues et qui sont des dangers pour nous-mêmes, pour nos enfants. Ça, c'est une réalité et moi, je suis intransigeante sur ce sujet. Maintenant, aller faire le parallèle avec l'histoire de débarquer dans les rues pour prendre les gens, je vous dis, on sait où ils sont, nous. Il n'y a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. On sait où ils sont. Ils sont dangereux et ils sont sur notre territoire et on les garde. Mais alors on fait quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait quoi ? Bien sûr qu'il faut muscler dans nos relations avec l'Algérie. L'Algérie dit... on veut bien reprendre ceux qui ne sont pas dangereux. Ah bah bien sûr. Donc il faut mener cette guerre-là, ce bras de fer, parce que moi je veux bien la diplomatie, mais on n'y arrive pas beaucoup. Déjà, il faut essayer d'empêcher les gens d'arriver sur le territoire. C'est déjà une première chose. Mais c'est aussi au niveau européen. Oui, mais au niveau européen, je vous le redis, la loi sur l'immigration, moi je l'ai votée, j'étais la seule chez LR à voter justement la nouvelle loi européenne pour lutter contre l'immigration. On a mis 10 ans à la faire. Donc moi je veux bien au niveau européen, mais on a mis 10 ans et il va falloir attendre 2-3 ans avant qu'elle soit appliquée. Donc, mais simplement il faut durcir le ton avec l'Algérie, c'est pas dans la gentillesse qu'on va y arriver. Arnaud Klarsfeld est un avocat. Non, il n'est plus avocat, justement. Il est avocat de formation, il sait très bien ce qu'il dit. Son nom de famille résonne avec un devoir de mémoire et une charge mémorielle immense. Bien sûr. Il résonne aussi avec tout le passé, toute l'histoire qui est celle de la communauté juive, mais de la France aussi. Il sait très bien ce qu'il dit. Cette faute, elle est impardonnable. Aujourd'hui, au-delà de la mémoire, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut sortir de l'état de droit, du cadre de droit. L'idée de rafle, c'est que la loi suffit pas et qu'il faut qu'on envoie, comme l'ICE aux États-Unis, des forces de l'ordre aller chercher parce que soupçonnés d'être ceci ou cela, des personnes dans la rue ou chez eux. Là, on sort du cadre du droit et on sort complètement du cadre et du poids de notre histoire. C'est impardonnable ce qu'il a dit. On se retrouve dans un instant avec vous. On aura Alain qui voulait réagir et puis on fera vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Alors Alain est en ligne avec nous. Bonjour Alain, vous vouliez revenir sur ICE et la comparaison avec la police française. Oui, je voulais juste faire une aparté. C'est-à-dire, vous dites que les ICE est très mal formé, que la police française l'est très bien. Leur ICE, c'est une véritable catastrophe. Mais il faut savoir que sur la police française, la moyenne de l'examen a vraiment baissé. Il y a encore 4-5 ans, elle était autour de 13,5. Aujourd'hui, elle est autour de 7. Il y a un examen déjà. Oui, à l'examen. Oui, à la formation, et donc, on va avoir un problème très bientôt dans la police, et les policiers le reconnaissent, c'est qu'ils vont manquer de PJ pour prendre les plaintes. Parce que les gens qui sont à tête n'ont pas les capacités intellectuelles de faire un travail de PJ, et de toute façon refusent, et veulent faire que du maintien de l'ordre, être dans la rue, et ainsi de suite. Donc on a ce problème-là. Je voulais donc préciser ça, que la police française n'est pas si bien formée qu'on le croit, parce que tout descend, quoi. Elle est très bien formée, mais elle l'aide de moins en moins, quoi. Et ça, c'est des propos de policiers, c'est pas mes propos à moi, ou dans des journaux, quoi. Non, mais vous avez raison de le préciser. Après, effectivement, il y a un encadrement, il y a des... Oui, mais l'école de police, c'est ce qu'il nous dit, l'examen, entre la formation et l'éthique. Oui. C'est-à-dire que même si vous êtes mal formé, avant de tirer sur un homme qui est à terre avec un flingue sur sa tempe, je veux dire, c'est plus une question de formation, c'est aussi, je suis d'accord avec monsieur, que le manque de formation parfois peut mener à des situations où on gère moins bien. Mais ces gens qui sont prêts à abattre un homme à terre, là, on n'est même plus dans la formation, on est dans l'éthique. Alors, Mehdi, important, votre coup de cœur sur l'Iran. Ne baissons pas les yeux, ne tournons pas les yeux. Hier, le Times a publié qu'il y avait eu environ 40 000 morts en l'espace de 2 jours du côté iranien. Et en fait, je voulais poser une question qui me semble intéressante dans le contexte. On parlait de Donald Trump, donc ça va aussi tomber un peu sur le sujet de Donald Trump, c'est que finalement... médiatiquement, on a vu que personne, ou du moins on en a un tout petit peu parlé médiatiquement, mais c'est jamais allé très loin sur la question de l'Iran. Et finalement, quelle légitimité avons-nous, Européens ? On parle beaucoup de défense de la liberté, c'est très bien, il faut le faire, des droits humains, de la dignité, de l'humanisme, mais on parle beaucoup du sujet ukrainien, on fait tout le temps des grands communiqués, des grandes communications sur ce sujet, mais finalement, qu'est-ce qu'on dit, nous, sur l'Iran ? Et quand j'en vois les diplomaties européennes, quand je vois les gouvernements européens, je ne vois pas de position claire sur ce sujet. Donc, quelle légitimité aujourd'hui avons-nous ? D'autant plus que le paradoxe est important, c'est que on va quand même compter, et je vais dire sur le fou du bus qu'est Donald Trump, qui est le fou du bus des relations internationales qu'est Donald Trump, on va finalement compter sur Donald Trump pour aller faire le sale boulot là-bas. Donc j'y vois quelque part une forme un peu de lâcheté des grandes démocraties occidentales. On fait la leçon à tout le monde, et on peut le faire, parce qu'on est quand même des démocraties où les droits sont quand même respectés. Mais au fond, quand il s'agit de véritablement agir, je ne vois pas vraiment sur le terrain. Et donc c'est ce paradoxe-là qui m'énerve, autant sur le côté média, où finalement seulement quelques petits médias vont traiter de ce sujet iranien. Et puis on voit que finalement c'est passé, alors qu'on parle de 40 000 morts en l'espace de 2 jours. Et ce sujet commence à m'énerver, puisqu'il est maltraité, il est très peu traité, et même politiquement, je le trouve maltraité. Oui. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, et justement tout à l'heure on disait qu'on fait pas de Trump bashing, parce que sur ce point-là, effectivement, mais quelle hypocrisie, parce qu'il n'empêche qu'aujourd'hui c'est le seul, même si je ne sais pas comment il va s'y prendre, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est le seul qui essaie de faire quelque chose. Je ne comprends pas notre silence, je ne comprends pas que on a vu des manifestations pour soi-disant un génocide en Palestine, on a vu tous ces jeunes mobilisés à Sciences Po, etc., mais qui se mobilise aujourd'hui pour ces Iraniens qui se font massacrer. Mais quelle honte, on détourne le regard. Je n'entends pas nos responsables politiques prendre des positions claires ou offensives sur le sujet. Moi, je suis tout aussi désespérée. Il faut voir ce qui est en train de se passer là-bas. Et pire encore, je vois certains sur des plateaux télé qui osent parler au nom des Iraniens en disant « Oui, vaudrait mieux pas quand même une intervention de Trump parce que ça pourrait faire ci ou faire ça. » Mais bien sûr que les Iraniens attendent qu'on les aide. Ils n'y arriveront pas seuls. Vous ne pouvez pas y arriver seul, parce que dès que vous sortez dans la rue, on vous assassine. Donc, je suis d'accord avec vous et merci de le dire. Trump a beaucoup de défauts, il part totalement en vrille, mais sur ce sujet, au moins, lui, on l'entend. Oui, mais on aimerait qu'il agisse aussi. Oui, mais c'est pas évident d'agir parce que déjà, je trouve qu'il doit se sentir un peu seul. Et puis, au niveau de la région en elle-même, c'est très compliqué parce que vous pouvez pas. Je pense il y a eu des négociations avec l'Arabie Saoudite et d'autres. Oui, et puis il y avait aussi la question de la sécurité d'Israël. On ne savait pas encore quel était le niveau de contre-attaque possible. Rémi, coup de cœur pour les maires.
Oui, on entre en période de campagne municipale, Valérie, et c'est vrai que, sauf à Sud Radio, évidemment, on parle beaucoup des grandes villes, de Marseille, de Paris. Et moi, je voulais jeter un petit coup de projecteur sur tous ces centaines, ces milliers de maires et d'élus ruraux qui vont tirer leur révérence dans quelques semaines, qui ont donné un temps fou, un temps qu'ils n'ont pas passé pour leur famille, pour leurs amis, pour leur propre passion, qui ont donné de l'énergie, pour le bien commun de leur village, et qui n'ont pas, eux, de directeurs de cabinet, de directeurs généraux des services, qui ont leur secrétaire de mairie, leur équipe municipale, qui sont pour la plupart non rémunérés, et qui ont donné beaucoup. Ces gens-là, on dit souvent qu'ils sont à portée de baffe. C'est vrai, mais il faut rappeler aussi qu'ils sont à portée d'applaudissements. Moi, vous voyez, encore hier matin, j'étais à Moroux, petite ville du Lot, petit village de 580 habitants. Il y avait la moitié du village qui est venu pour les vœux du maire, qui annonçait qu'avec sa première adjointe, Laure Dacosta, eh bien lui, Jean-Marc Zureb, il arrêtait au bout de 6 ans ce mandat qui avait été formidable. Eh ben, je peux vous dire qu'il y avait un tonnerre d'applaudissements, il y avait des gorges nouées, il y avait des petites larmes aux yeux. Et même moi, quand j'en parle, ça me fait quelque chose parce que c'est un engagement fou qu'ont eu ces élus pendant des années de façon désintéressée. Et au moment où on dit que les Français ne croient plus en la politique, ils aiment plus leurs élus, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai à tous les niveaux. Et hier, je me suis dit, mais heureusement qu'il y a encore dans ces communes ce lien, ce fil démocratique et ce fil humain entre des élus locaux et leur population. Et ben c'est ça qu'il faudrait peut-être nourrir et dont il faudrait donner exemple au-dessus, parce que ces maires-là, ils ont quand même subi le Covid, ils ont subi les budgets incertains, le bazar à l'Assemblée, et ils ont tenu. Je voudrais leur rendre hommage à toutes celles et ceux qui vont passer la main. Oui, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de femmes qui se présentaient, de plus en plus de femmes maires, MAIRS, c'est loi sur la parité dans les villages, je sais, fait débat, mais moi je suis pour, je suis convaincu qu'on a des femmes partout dans nos villages qui sont prêtes à s'investir et qui le font déjà. Laurence, vous vouliez revenir, vous, sur le No Kids dans les trains, ces wagons annoncés par la SNCF, qui a fait beaucoup réagir. Alors moi, en fait, au début, je voulais parler de ça, mais c'est pas de ça dont je veux parler réellement. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas revenir sur le débat des no-kids dans le train. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que ça fasse cette levée de bouclier. C'est-à-dire les réactions qu'il y a eu après ça. Moi, j'entends les politiques, ils ont tous fait un tweet sur le sujet, c'est scandaleux. De toute façon, la SNCF devenait responsable de tout, de la dénatalité, etc. Mais, pardon, mais comparons à ce qui s'est passé pour Camélia. Parce que c'est là le vrai sujet. Camélia, c'est la jeune fille qui s'est mise sur les rails du RER pour se suicider. Parce qu'elle était harcelée. Je n'entends pratiquement personne en parler. Alors on voit tout le monde, des ministres faire des tweets sur le No Kids, et on ne parle pas des drames qui touchent les jeunes et les enfants pour de vrai. Les enfants meurent sous le coup de leurs parents. Les enfants sont maltraités, personne n'en parle. Et là, tout le monde était vent debout contre cette histoire de No Kids. Deux poids, deux mesures, l'indignation à géométrie variable. Toute cette énergie qu'on met pour combattre la SNCF sur un wagon No Kids, j'aimerais bien qu'on la mette, cette énergie, pour protéger nos enfants. Et pour revenir à Camélia, parce que cette histoire m'a profondément touchée, comme tout le monde d'ailleurs, et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On disait tout à l'heure, attention aux parents qui ne sont pas toujours à l'affût. Je voudrais juste dire qu'Amélia, le dernier message qu'elle a envoyé à sa maman, c'est « Je t'aime et tu es la meilleure maman du monde ». Donc je ne pense pas que cette maman, elle était déficiente. Je ne pense pas que cette maman, elle n'était pas à l'affût de ce qui pouvait se passer. Camélia, elle était harcelée seulement depuis décembre. Ceci s'est passé en janvier. Ça veut dire qu'on est en situation d'urgence pour nos enfants, parce qu'en quelques semaines, nos enfants peuvent être amenés à se suicider. Alors plutôt que de mettre de l'énergie pour aller taper sur la SNCF, où il ne va rien se passer, parce qu'on va mettre un wagon spécifique pour les personnes qui sont en business class, prenons plutôt toute cette énergie pour protéger toutes ces petites camélias et pour que justement il n'y en ait plus. Oui, merci Laurence, merci à tous les quatre. Vous avez raison. Perico Légas vient de nous rejoindre. Bonjour Perico. Qu'y a-t-il au menu de votre émission dans un instant ? On va parler beaucoup des interdits et des interdictions. Faut-il interdire le port du voile musulman aux mineurs sur la voie publique ? Faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans ? Faut-il interdire à Trump d'embêter l'Europe et la France ? Vous voulez tout interdire ce matin ? Tout interdit, voilà, c'est interdit. Et puis on parlera de cette maman qui a dû payer les frais d'un gymnase qui a été brûlé. Une députée écologiste qui dit que l'Algérie est une démocratie. Ces kebabs qui servent à blanchir l'argent de la malbouffe, entre autres. Et voilà ce qu'on veut vous dire. C'est pas mal, c'est un cette députée qui a filmé pendant que le roi d'Espagne parlait à Bruxelles, elle a fait quoi quand on est le 21 janvier
Bah, elle a oublié que Lénine aussi, il est mort le 21 janvier, ça lui a pas empêché de tuer des millions de gens. Voilà, vaste débat. Voilà ce qu'on va causer. Merci voilà Perico. ce dont nous allons parler Merci sur Sud à Radio. vous. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée. Sud Radio.